Je suis resté figé alors qu'Iris entrait dans mon bureau, son cortège de cadres la suivant comme des canetons obéissants. 23 ans, un diplôme de commerce à peine sec. Alors que j'avais passé 2 fois plus de temps à bâtir notre portefeuille client. Tout le monde, j'aimerais vous présenter Monique, qui s'occupera de nos comptes historiques, annonça-t-elle, me désignant comme si elle présentait une vieille imprimante de bureau. Désormais, elle me rendra compte directement. Le silence se fit dans la pièce. Personne ne me regarda. Pas Marc du service juridique. Pas Philippe de la comptabilité. Pas même Denise, avec qui je déjeunais tous les mercredis depuis 10 ans. Ils étudiaient leurs chaussures, leurs écrans de tablette, tout sauf mon visage. Nous avons besoin d'une nouvelle énergie sur les marchés européens, déclara notre PDG, la main sur l'épaule d'Iris. Monique peut vous aider à comprendre notre histoire pendant que vous nous menez vers l'avenir. On me transformait en histoire alors que je respirais encore. Le bureau du coin sera le vôtre, me dit Iris, désignant un espace exigu près du placard à fournitures. J'ai besoin que ce bureau soit vidé avant le déjeuner. Mon bureau, mon espace qui avait été témoin d'innombrables nuits tardives et de percées. Le mur affichait toujours la lettre de remerciement de notre plus grand client après que j'ai sauvé leur campagne lors d'une catastrophe naturelle. Compris, répondis-je, ma voix plus ferme que mes mains. 3 heures plus tard, je regardais les agents de maintenance emporter mes plaques de récompense dans un carton tandis qu'Iris dirigeait l'emplacement d'œuvres d'art abstraites sur mes anciens murs. Le gros bureau aussi, leur ordonna-t-elle. Il est carrément ancien. Le bureau que mon équipe m'avait offert après que notre département ait remporté le prix de l'entreprise de l'année. Mon nouvel espace de travail avait une chaise bancale et un ordinateur qui sifflait au démarrage. Mon téléphone sonna. Henri, mon subordonné direct depuis 8 ans. Monique, je suis désolé, mais Iris a convoqué une réunion d'équipe dans la salle Saul. Quand? Tout de suite. Elle a dit que c'était juste pour les chefs d'équipe. J'étais exclu d'une réunion avec ma propre équipe. Pas de problème, mentis-je. Après avoir raccroché, je remarquai un email d'Iris à tout le département. Croissance, stratégie, mise en œuvre, dépasser les méthodes dépassées. En pièce jointe, une présentation de 16 pages. Je l'ouvris et eus le souffle coupé. Ce n'étaient pas seulement des idées similaires à celles que j'avais proposées 6 mois plus tôt. C'étaient mes propositions exactes, jusqu'aux objectifs spécifiques de pénétration du marché pour le Portugal et la Grèce. Les mêmes propositions que notre PDG avait jugées trop ambitieuses lorsque je les avais présentées. Un post-it apparut sur mon bureau à 16h30. Mon bureau 17h pile. Iris. Je la trouvai appuyée contre mon ancien bureau, tapotant sur son téléphone. Asseyez-vous, dit-elle sans lever les yeux. Je restai debout. Elle finit par lever les yeux. Votre proposition de stratégie européenne a été bien accueillie lors de la réunion exécutive d'aujourd'hui. Vous voulez dire ma stratégie européenne? Son sourire ne faiblit pas, votre recherche a été une base utile, certes, mais la base n'est pas l'architecture, Monique. J'ai modernisé et élevé vos concepts de base en quelque chose d'actionnable. Vous avez copié mon travail mot pour mot dans certaines sections. C'est une accusation grave, répondit-elle, posant son téléphone. Surtout de la part de quelqu'un dans votre position. Ma position? Les gens qui sont dans une entreprise trop longtemps deviennent souvent possessifs, résistants au changement. Le PDG comprend que cette transition puisse être difficile pour vous. C'est pour ça que vous m'avez exclu de la réunion de mon équipe aujourd'hui? Elle soupira théâtralement. J'avais besoin de retours francs sur le leadership départemental. Les gens ne sont pas toujours à l'aise de parler honnêtement en présence de leur ancien supérieur. L'implication me frappa comme un coup de poing physique. Elle avait recueilli des plaintes à mon sujet. Nous allons restructurer le département le mois prochain, continua-t-elle. Certains rôles seront éliminés, d'autres évolueront. Votre avenir ici dépend entièrement de votre capacité à vous adapter. La menace était indéniable. Y a-t-il autre chose, demandai-je doucement. Oui, la présentation Wintermann demain. Je m'en occuperai. Le groupe Wintermann, mon client depuis 16 ans. Leur PDG m'avait spécifiquement demandé pour leur examen annuel. Monsieur Duval m'a spécifiquement demandé de présenter. J'ai parlé avec Monsieur Duval ce matin. Il comprend la nouvelle direction. Elle me dépouillait systématiquement de tout ce que j'avais construit. Mon rôle, mes relations, ma réputation.
C'est tout, dit-elle. Son attention de nouveau sur son téléphone. Je sortis, passant devant la salle de conférence vitrée où mon équipe était toujours en réunion. Ils se turent à mon passage, les yeux fuyants. Quoi qu'Iris leur ait dit, cela avait changé quelque chose de fondamental. Sur mon bureau exigu, un nouvel email arriva du service des ressources humaines. Plan d'amélioration des performances, confidentiel, un PIP formel, la première étape vers le licenciement. Le document listait la résistance à la nouvelle direction et le comportement possessif. J'avais donné 2 décennies à cette entreprise, reporté l'idée d'avoir des enfants, travaillé 2 fois avec une pneumonie, manqué l'enterrement de mon grand-père pour sauver un compte clé. Maintenant, j'étais poussé vers la sortie par quelqu'un qui avait construit toute sa stratégie sur mon travail. J'éteignis mon ordinateur, ramassai mon sac et partis sans dire au revoir à personne. Dans ma voiture, je restai silencieuse pendant 20 minutes, fixant le vide. Un calme étrange remplaçant le choc initial. Il pensait qu'il regardait une femme être progressivement effacée. Il s'attendait à des larmes, des éclats, une lettre de démission. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Cette nuit-là, je ne pleurais pas. Je ne me confiais pas à mes amis ou à ma famille. Au lieu de cela, j'ouvris mon ordinateur portable personnel et commençai à travailler. Pas sur mon CV, pas sur une plainte au RH, sur un fichier très spécifique qui allait tout changer. Attendez, avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, je tiens à vous remercier de commencer ce voyage avec moi. Si vous ressentez déjà le coup de l'injustice, vous voudrez peut-être aimer cette vidéo et vous abonner. Croyez-moi, ce qui suit est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. La vengeance silencieuse d'une femme qui avait été sous-estimée pour la dernière fois. Mon nom est Monique Dubois et jusqu'à il y a 3 semaines, j'étais directrice principale de la croissance internationale dans une entreprise de marketing qui venait de fusionner avec notre plus grand concurrent. La fusion avait certes apporté des changements, mais aucun de nous ne s'attendait à ce que l'équipe de direction place une nouvelle venue directement au-dessus de moi sans période de transition. J'ai rejoint l'entreprise directement après mes études, à l'époque où nous occupions un demi-étage dans un immeuble du centre-ville avec un chauffage douteux. Nous avions maintenant des bureaux dans 11 pays. J'en avais personnellement ouvert 7. Mon équipe me respectait, non pas parce que je l'exigeais, mais parce que je l'avais mérité. Quand la mère de Béatrice a été diagnostiquée d'un cancer, j'ai réorganisé tout son emploi du temps pour qu'elle puisse la conduire au traitement. Quand l'appartement de Pierre a été inondé, je l'ai aidé à trouver un logement temporaire. Quand Henri a eu des difficultés avec sa première présentation client majeur, je suis resté tard pendant une semaine entière jusqu'à ce qu'il puisse la livrer parfaitement. Je connaissais les noms de leurs enfants, leurs anniversaires, leurs rêves au-delà des murs de notre entreprise. Iris ne savait rien de tout cela. Pour elle, ils étaient des ressources à optimiser, des pièces sur un échiquier à déplacer selon sa grande stratégie. Au cours de sa 2e semaine, elle a appelé Henri dans son bureau. Il en est ressorti 1 heure plus tard, évitant mon regard. Le lendemain, il a présenté sa nouvelle approche de nos marchés nordiques lors de la réunion du département, une approche sur laquelle je l'avais secrètement encadré pendant des mois. Le même schéma s'est répété avec Béatrice et ses améliorations d'architecture numérique, avec Pierre et son modèle de fidélisation client. Un par un, les projets collaboratifs de mon équipe avec moi étaient reformulés comme des percées individuelles sous le leadership inspirant d'Iris. Elle a posé des questions sur votre style de gestion, chuchota Denise lors de notre déjeuner du mercredi, désormais gênant. Si vous micromanagez, vous appropriez le travail des autres, résistez à l'innovation. Qu'avez-vous dit, demandai-je. Denise baissa les yeux vers sa salade. J'ai essayé d'être diplomate, mais Monique, elle enregistre tout. Elle avait son téléphone sur la table, enregistrant toute notre conversation. Iris ne réécrivait pas seulement le présent. Elle révisait le passé. À la 3e semaine, mon équipe cessa de venir me poser des questions. Les emails restaient sans réponse. Les invitations aux appels clients disparurent de mon calendrier. J'étais ignoré au sein de mon propre département. Le coup final vint quand M. Duval du groupe Winterman m'appela directement, confus de ne plus me voir gérer leur compte. Iris a expliqué que vous preniez en charge la planification stratégique au lieu des rôles en contact direct avec les clients, dit-il. Après 16 ans, sans même une réunion de passation, c'est un changement soudain, répondis-je avec prudence. Eh bien, nous vous avons spécifiquement demandé dans le renouvellement de notre contrat. Si vous n'êtes pas impliqué, nous devrons reconsidérer nos options. Quand j'en parlais à notre PDG, il sembla distrait,
préoccupé. Iris a des approches innovantes pour le portefeuille Winterman, dit-il. Donnez-lui une chance, Monique. Le changement peut être positif. Ce soir-là, j'observais à travers les fenêtres de la salle de conférence Iris présenter ma stratégie européenne à l'équipe de direction. Mes diapositives, mes données, mes conclusions, le tout avec son nom sur la page de garde. Les dirigeants acquiescèrent avec approbation. Notre PDG applaudit même à la fin. J'aurais dû ressentir de la colère, mais à la place, une étrange clarté m'envahit. J'avais joué selon des règles qui ne s'appliquaient plus. Suivant un contrat social qu'Iris n'avait jamais signé, il était temps de changer complètement les règles du jeu. Je rentrai chez moi et sortis mon disque dur externe, celui où j'avais sauvegardé chaque projet, chaque email, chaque présentation des 15 dernières années. Non pas spécifiquement pour ce moment, mais parce que j'avais toujours cru à la protection du savoir institutionnel. Ce que je trouvais en fouillant dans ces archives m'étonna moi-même. Je travaillais toute la nuit, rassemblant, reliant, analysant. Au matin, j'avais compilé quelque chose qui fit trembler mes mains. En enregistrant le fichier, en conduisant au travail, je réalisai qu'Iris avait commis une erreur critique. Elle supposait que mon pouvoir venait de mon titre, de mon bureau, de mes subordonnés directs. Elle pensait qu'en les supprimant, elle me neutraliserait. Elle n'avait pas réalisé que mon vrai pouvoir venait de 2 décennies d'observation, d'écoute et de mémoire. De milliers de relations bâties sur la confiance plutôt que sur l'intimidation, de la connaissance exacte du fonctionnement de notre entreprise à tous les niveaux. Un savoir qu'aucun organigramme ne pouvait capturer. J'arrivais tôt, avant la réceptionniste. Avant que l'équipe de nettoyage n'ait fini, je plaçai un seul dossier en carton sur le bureau d'Iris avec une simple note, pour votre examen, croissance historique, stratégie, résultats. Puis je partis pour mon appel client de 8 heures, la seule réunion restante à mon calendrier. Quand je revins à 10h30, quelque chose s'était clairement passé. Les gens se regroupaient par petits groupes, les conversations s'arrêtant brusquement à mon passage. Des gardes de sécurité se tenaient devant l'aile exécutive. Denise se précipita vers moi, les yeux écarquillés. « Qu'avez-vous fait ?» J'ai partagé un peu de contexte historique, répondis-je. Iris a couru en hurlant dans le bureau du PDG il y a 20 minutes. Puis la sécurité est arrivée. Ils sont tous là-dedans maintenant, toute l'équipe exécutive. J'acquiesçai calmement et me dirigeai vers mon petit bureau. « Vous n'êtes pas inquiète ?» demanda Denise, me suivant. « À propos de quoi ?»« À propos de... » Elle désigna vaguement les bureaux des dirigeants. « Non, dis-je simplement. Je ne suis pas inquiète du tout. » À midi, un email arriva de l'assistante de notre PDG. Réunion demandée. Salle de conférence exécutive. Immédiat. Le trajet vers l'étage exécutif sembla irréel. Les yeux me suivaient. Certains curieux, d'autres craintifs. Quoi qu'il se passait avait résonné dans tout le bureau. Je trouvai notre PDG, Gérald, assis à la tête de la table, flanqué de notre conseiller juridique et du directeur des RH. Iris était introuvable. « Asseyez-vous, Monique » dit Gérald, son expression indéchiffrable. Je choisis un siège directement en face de lui, posant calmement mes mains sur la table. « Le dossier que vous avez laissé pour Iris, commença-t-il. Où avez-vous obtenu ces informations ? » De nos archives d'entreprise, répondis-je. Plus des dossiers financiers accessibles au public. Le conseiller juridique, une femme sévère nommée Wilma, se pencha en avant. Vous avez formulé des allégations extrêmement graves. Je n'ai pas formulé d'allégations, la corrigeai-je. J'ai simplement compilé des données. Les schémas parlent d'eux-mêmes. Gérald se frotta les tempes. Vous affirmez qu'Iris a délibérément mis en œuvre des stratégies dans son entreprise précédente qui ont conduit à leur effondrement, et qu'elle reproduit maintenant ces mêmes stratégies ici. Les données soutiennent cette conclusion. Oui, c'est absurde, interrompit Wilma. Pourquoi quelqu'un saboterait-il délibérément son propre employeur ? Je soutins son regard. 3 mois avant que son entreprise précédente ne déclare faillite, Iris a reçu un paiement substantiel d'un groupe d'investissement qui a ensuite acquis leur liste de clients pour une bouchée de pain. Le même groupe d'investissement qui possède maintenant 30% de notre entreprise après la fusion. Le silence tomba sur la pièce. Vous comprenez ce que vous insinuez, dit Gérald doucement. Je n'insinue rien. Je vous montre des chiffres, des dates et des transactions qui existent dans les registres publics.
Le directeur des RH s'éclaircit la gorge. Iris affirme que vous exercez des représailles en raison du plan d'amélioration des performances, que vous avez fabriqué cette théorie du complot. J'ouvris mon ordinateur portable. Voulez-vous voir les sources originales? J'ai tout indexé. Le téléphone de Gérald vibra. Il y jeta un coup d'œil, puis se leva brusquement. Attendez ici. Quand la porte se referma derrière eux trois, je restai parfaitement immobile. À travers la paroi vitrée, je pouvais les voir regroupés avec plusieurs dirigeants que je ne reconnaissais pas, probablement de notre société mère. 20 minutes passèrent avant que Gérald ne revienne seul, l'air 10 ans plus vieux. Iris a été suspendue en attendant une enquête, dit-il, s'enfonçant dans sa chaise. Le comité de surveillance de la fusion arrive ce soir. Je vois. Il me regarda avec de nouveaux yeux. Vous êtes avec nous depuis 20 ans. 22, en fait. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé directement de ces informations? Je réfléchis attentivement à ma réponse. M'auriez-vous cru plutôt que l'étoile montante qui a promis de doubler notre part de marché européen en 6 mois? Son silence fut une réponse suffisante. Vous l'avez autorisé à me placer sur un plan d'amélioration des performances après 2 décennies d'évaluations exemplaires, continuai-je. Vous lui avez permis de démanteler mon équipe sans consultation. Vous avez applaudi lorsqu'elle a présenté mes stratégies comme les siennes. Il grimaça. Vous pensiez que... Point que vous représentiez l'avenir et que je faisais partie du passé, terminai-je pour lui. C'est la nature humaine, Gérald. Nous sommes éblouis par la nouveauté. Que voulez-vous, Monique? Pardon? Pour arranger ça. Que voulez-vous? Votre ancien poste? Le poste d'Iris? J'éclatai presque de rire. Je ne veux pas son poste. Alors quoi? Je veux du respect. Non seulement pour moi, mais pour chaque personne qui construit quelque chose de précieux dans cette entreprise. Je veux un leadership qui valorise le savoir institutionnel autant que l'innovation. Je veux que le crédit soit donné là où il est dû. Gérald hocha lentement la tête. C'est raisonnable. Et je veux le compte de Monsieur Duval aujourd'hui, avant la date limite de reconsidération de leur contrat. C'est fait. Je me levai pour partir, mais Gérald m'arrêta. Le dossier. Depuis combien de temps y travaillez-vous? Je n'y ai pas travaillé du tout, répondis-je. Je fais juste attention. Je l'ai toujours fait. Alors que je quittais l'étage exécutif, mon téléphone retentit avec des messages de membres de l'équipe qui s'étaient soudainement souvenus de mon existence. Je les ignorais tous. À mon bureau, je trouvai Denise qui attendait. La sécurité a pris l'ordinateur portable d'Iris, chuchota-t-elle. Et il scanne ses emails. Qu'est-ce qui se passe? Une correction, dis-je simplement. Le soir, le nom d'Iris avait été retiré de l'annuaire de l'entreprise. Son bureau, mon ancien bureau, était vide, l'art abstrait déjà disparu des murs. Chez moi ce soir-là, je me versai un verre de vin et me permis enfin de digérer les événements de la journée. Mes mains tremblèrent légèrement à mesure que l'adrénaline retombait. Mon téléphone sonna, un numéro inconnu. Bonjour, est-ce Monique Dubois? Une voix de femme inconnue. Oui, c'est Charlotte Weber, présidente du comité de surveillance de la fusion. J'aimerais discuter de vos conclusions en personne demain matin. Mon estomac se serra. Bien sûr. Je devrais vous informer qu'Iris a retenu les services d'un conseiller juridique. Elle allègue un licenciement abusif et de la diffamation. Voilà, la contre-attaque. Bien sûr, Iris ne partirait pas tranquillement. Je comprends, répondis-je, gardant ma voix neutre. Les informations que vous avez compilées sont préoccupantes, mais son équipe juridique remet en question vos méthodes et vos motivations. Tout ce qui se trouve dans ce dossier peut être vérifié indépendamment. C'est ce que vous dites. Le ton de Charlotte se refroidit. Nous devrons examiner cela de manière approfondie. En attendant, j'ai demandé à Gérald de vous mettre en congé administratif. La pièce sembla s'incliner légèrement. Congé administratif? Pour quel motif? C'est une procédure standard lors d'une enquête de cette nature. Nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de perception de conflit pendant que nous examinons les deux parties. Les deux parties. Comme s'il s'agissait d'un simple désaccord entre collègues. Je vois, réussis-je à dire. Nous vous attendons à 9 h demain. Veuillez apporter tous les documents pertinents.
Après avoir raccroché, je restais immobile, fixant le mur. Congé administratif, le même statut qu'Iris. En un seul geste rapide, il nous avait égalisés. Accusateur et accusé. Ma sonnette retentit, me faisant sursauter. Par le Judas, je vis Henri qui gigotait nerveusement sur mon perron. J'aurais dû vous défendre, lâcha-t-il quand j'ouvris la porte. Nous aurions tous dû le faire. Je le laissai entrer sans commentaire. C'est vrai, demanda-t-il, me suivant jusqu'à la cuisine. À propos d'Iris qui sabotait son ancienne entreprise. Dites-moi, répondis-je. Vous avez travaillé sur ses présentations. Est-ce que quelque chose vous a semblé étrange dans ses projections de croissance? Il baissa les yeux. Les objectifs du marché nordique. Ils sont impossibles sans sacrifier nos relations clients à long terme. J'ai essayé de lui dire, mais elle a dit que vous nous aviez rendu trop prudents, trop à l'aise avec une croissance modeste. Et qu'avez-vous pensé? J'ai pensé. Il hésita. J'ai pensé que peut-être elle avait raison. Que peut-être vous étiez devenue trop conservatrice. Son honnêteté me piqua, mais je l'appréciais. Le comité de surveillance arrive demain, lui dis-je. J'ai été mise en congé administratif, tout comme Iris. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est insensé. Après ce que vous avez découvert, il traite ça comme un conflit personnel. Sa parole contre la mienne. Mais les preuves. Les preuves peuvent être interprétées différemment, surtout quand une partie a des relations puissantes. L'expression d'Henri se durcit. Dites-moi quoi faire. Comment puis-je aider? Je l'étudiai. Son visage sincère. Sa détresse véritable. Il m'avait abandonné à l'arrivée d'Iris. Oui. Mais il avait aussi été le premier à revenir. Pourquoi êtes-vous venu ici ce soir, Henri? Parce que j'avais tort. Parce que nous avions tous tort. Et parce que j'ai travaillé avec vous pendant 8 ans. Je sais qui vous êtes vraiment. J'acquiesçai lentement. Alors c'est ce dont j'ai besoin. Des gens qui savent qui je suis vraiment. La réunion du comité de surveillance le lendemain matin se tint dans notre plus grande salle de conférence. Quand j'arrivai, je trouvai non seulement Charlotte Weber et les dirigeants, mais près de 20 personnes, y compris Henri, Béatrice, Pierre et d'autres membres de l'équipe. Charlotte, une femme aux traits acérés d'une 60aine d'années, commença sans amabilité. Mademoiselle Dubois, nous avons examiné votre dossier sur Iris Palmer. Sa représentation juridique a fourni une réponse, affirmant que vous avez déformé les données pour créer un faux récit en raison d'une animosité personnelle. À côté d'elle, un homme soigné en costume coûteux, clairement l'avocat d'Iris. Il me sourit d'un air mince. De plus, continua Charlotte, ils ont soumis des preuves que vous avez été résistante aux changements nécessaires, sous-performante dans votre rôle et tentant de saper le nouveau leadership. Mon cœur se serra. Iris s'était préparée à cette éventualité, elle avait construit un dossier contre moi dès le premier jour. Avant de procéder à votre réponse, dit Charlotte, je devrais vous informer qu'Iris a proposé de retirer toute action en justice potentielle si vous rétractez vos affirmations et démissionnez immédiatement. L'avocat fit glisser un document sur la table, une lettre de démission déjà préparée. Le silence se fit dans la pièce, tous les yeux rivés sur moi. Je regardai le papier, puis les visages autour de la table. Gérald évitait mon regard. Charlotte observait calmement. Henri et les membres de mon équipe semblaient pâles et inquiets. Ma main tendit vers le document. Je pris la lettre de démission, sentant le poids de chaque regard dans la pièce. La papeterie coûteuse me semblait lourde dans les mains alors que je parcourais lentement le document. C'est assez exhaustif, remarquai-je, ma voix ferme malgré les battements de mon cœur. Préparé à l'avance, je suppose, l'avocat acquiesça. Nous voulions que cette transition soit aussi fluide que possible. Fluide, répétai-je. Pour qui exactement? Charlotte s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Dubois, je comprends que c'est difficile, mais... En fait, ce n'est pas difficile du tout, l'interrompis-je, replaçant la lettre de démission sur la table. Je ne signerai pas ceci. Le sourire de pratique de l'avocat vacilla. Je vous conseille fortement de reconsidérer. Les contre-preuves de Mademoiselle Palmer sont substantielles. Je croisai les mains. J'ai hâte de les examiner. Toutes. Charlotte fit un signe de tête à une assistante qui distribua des dossiers à toutes les personnes présentes.
J'ouvris le mien pour trouver des dizaines de pages, des emails sortis de leur contexte, des indicateurs de performance présentés de manière sélective, des déclarations de membres de l'équipe qui avaient clairement été soigneusement éditées. Comme vous pouvez le voir, dit l'avocat, Mademoiselle Palmer a documenté un schéma de résistance et de sous-performance qui précède son arrivée. Votre dossier n'était qu'une mesure de représailles. Je feuilletai les pages lentement, acquiesçant comme si je considérais leur poids. Puis je fouillai dans mon sac et en sortis ma propre pile de dossiers, un pour chaque personne à la table. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Charlotte alors que je les distribuais. Du contexte, répondis-je simplement. La pièce se tut tandis qu'il commençait à lire. J'avais préparé ces dossiers toute la nuit. Avec l'aide d'Henri, ils contenaient les versions complètes des emails qu'Iris avait extraits, les indicateurs de performance complets montrant la croissance constante de notre département, et surtout, des déclarations notariées de membres de l'équipe qui étaient venus chez moi après qu'Henri ait fait passer le mot. Béatrice fut la première à parler. Elle m'a dit que Monique était poussée vers une retraite anticipée, que je devrais prendre mes distances si je voulais progresser. Pierre acquiesça. Elle m'a dit la même chose, qu'il y avait un problème de performance confidentielle avec Monique dont elle ne pouvait pas discuter, mais que nous devions nous aligner sur la nouvelle direction. Elle nous a montés les uns contre les autres, ajouta Henri. Elle a dit à chacun de nous que les autres avaient des inquiétudes concernant la gestion de Monique. Le visage de l'avocat rougit. Ces déclarations sont clairement forcées. Elles sont notariées, coupées-je, chacune donnée librement avec des témoins présents. Charlotte étudiait les dossiers attentivement. Son expression indéchiffrable. Cela ne répond toujours pas à l'affirmation principale de Mademoiselle Palmer selon laquelle votre dossier sur son ancienne entreprise est une fabrication vindicative. Non, ça ne le fait pas, acquiesçai-je calmement. Pour cela, nous avons besoin d'une vérification externe. Je me levai et me dirigeai vers la porte, l'ouvrant pour révéler un homme d'une cinquantaine d'années, portant un badge de visiteur. Voici Édouard Torres, le présentai-je. Ancien directeur financier de l'ancienne entreprise d'Iris. L'avocat sauta sur ses pieds. C'est scandaleux. Nous n'avons pas été informés de témoins supplémentaires. Édouard prit place à côté de moi. J'ai été licencié 3 mois avant l'effondrement de l'entreprise après avoir soulevé des préoccupations concernant des changements de stratégie suspects. Quand Monique m'a contacté hier avec les schémas qu'elle avait identifiés, je les ai immédiatement reconnus. Charlotte se pencha en avant. Monsieur Torres, affirmez-vous que Mademoiselle Palmer a délibérément sapé votre entreprise? Je déclare que les stratégies qu'elle a préconisées étaient identiques à celles qui nous ont mis en faillite malgré de multiples avertissements sur leurs conséquences à long terme, et qu'elle a reçu des honoraires de consultants substantiels du groupe d'investissement qui a finalement acquis notre liste de clients. L'énergie dans la pièce changea palpable. Gérald, qui avait été silencieux jusqu'à présent, se tourna vers Charlotte. Nous devons impliquer notre équipe de conformité financière immédiatement. L'avocat tapait frénétiquement sur son téléphone. Ma cliente rejette ces accusations sans fondement. Monsieur Torres a été licencié pour des problèmes de performance. Son témoignage est clairement motivé par des griefs personnels. Édouard sourit d'un air mince. En fait, on m'a offert un généreux paquet de départ en échange de la signature d'un accord de non-dénigrement, que j'ai bien signé concernant l'entreprise elle-même, mais cet accord ne m'empêche pas de discuter des actions d'employés individuels, en particulier lorsque ces actions pourraient constituer une irrégularité financière. Charlotte se tourna vers l'avocat. Mademoiselle Palmer souhaite-t-elle répondre à ces allégations en personne? Le téléphone de l'avocat vibra. Il y jeta un coup d'œil, son expression s'aigrissant. Ma cliente n'est pas disponible pour le moment. Je vois. Charlotte referma son dossier. Alors nous procéderons à une enquête complète. Monsieur Torres, nous aurons besoin d'une déclaration formelle. Déjà préparée, répondit-il, produisant une enveloppe scellée ainsi que des documents sur le calendrier et les transactions. J'observai la réunion se lever. Je restai assise, me sentant étrangement vide malgré la vindication apparente. Ce n'était pas une victoire. Pas encore. Les enquêtes pouvaient être détournées. Les preuves réinterprétées, les récits remodelés. Iris avait de puissants alliés dans le groupe d'investissement. C'était loin d'être terminé. La pièce se vida jusqu'à ce que seule Charlotte reste, m'étudiant avec un nouvel intérêt. 22 ans dans une même entreprise, songea-t-elle. C'est rare de nos jours. La loyauté comptait autrefois, répondis-je.
Cela compte toujours pour certains d'entre nous. Elle ramassa ses papiers. Vous resterez en congé administratif pendant l'enquête, mais avec un salaire et des avantages complets. Procédure standard. Combien de temps durera l'enquête? Difficile à dire. Ces choses peuvent être complexes. Le message non dit était clair. Des intérêts puissants étaient impliqués. Cela pourrait traîner pendant des mois, voire des années. Je comprends, dis-je, me levant pour partir. Elle m'arrêta à la porte. Mademoiselle Dubois, ce dossier que vous avez compilé, comment avez-vous relié ces points particuliers? Je réfléchis attentivement à ma réponse. J'ai passé ma carrière à observer les schémas sur les marchés, dans le comportement des consommateurs, dans la dynamique organisationnelle. Certains schémas ne deviennent visibles qu'avec le temps et la perspective et la patience, ajouta-t-elle. La plupart des gens auraient réagi immédiatement en étant rétrogradés. La réaction n'est pas la même chose que la réponse, répondis-je. J'ai choisi de répondre. 2 semaines passèrent. L'enquête se poursuivit à huis clos. Je restais dans les limbes, ni licencié ni réintégré. Mon équipe envoyait des mises à jour régulières. Iris n'était pas revenue, mais aucune annonce officielle n'avait été faite. L'attente était calculée, bien sûr. Une stratégie d'entreprise courante, retardée jusqu'à ce que l'élan s'estompe, jusqu'à ce que la colère légitime se refroidisse, jusqu'à ce que les gens passent simplement à autre chose. Le vendredi soir, alors que je m'occupais de mon jardin négligé, ma sonnette retentit à nouveau. Cette fois, c'était Gérald. Puis-je entrer, demanda-t-il, l'air mal à l'aise sur mon perron. Je le conduisis à ma cuisine sans commentaire, lui offrant du café, qu'il refusa. L'enquête est bloquée, admit-il, assis à mon comptoir. Le groupe d'investissement exerce une pression significative. Je ne suis pas surprise. Ils menacent de retirer leur soutien financier si nous poursuivons cela. Le conseil d'administration est préoccupé par les implications boursières. Et voilà, le calcul familier où l'éthique cédait à l'économie. Donc Iris s'en sort, déclarai-je sans embâche. Gérald grimaça. Elle ne reviendra pas dans l'entreprise. C'est déjà ça. Pendant que je reste en congé administratif jusqu'à ce que tout le monde oublie, puis que je sois discrètement mise de côté. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Nous sommes prêts à offrir un généreux paquet de départ. Bien sûr que vous l'êtes, Monique. S'il vous plaît, comprenez notre position. Le groupe d'investissement contrôle désormais 30% de nos actions. Nous ne pouvons pas simplement ignorer une tentative de sabotage d'entreprise. En fait, vous le pouvez. C'est exactement ce que vous faites. Il plaça un dossier sur le comptoir. Une autre offre de règlement. Sans aucun doute. Le conseil se réunit lundi pour finaliser sa décision, dit-il. C'est le mieux que j'ai pu négocier pour vous. Après son départ, je n'ouvris pas le dossier. Au lieu de cela, je me versai un verre de vin et retournai dans mon jardin. Je me perdais dans le travail simple et honnête de prendre soin des êtres vivants. Mon téléphone sonna alors que le crépuscule tombait. Édouard Torres. Ils enterrent l'affaire, dit-il sans préambule. Je sais. Le groupe d'investissement m'a contacté. A offert de rafraîchir ma mémoire avec un contrat de conseil. Vous l'acceptez? Il rit amèrement. Non, mais ça n'aura pas d'importance. Ils trouveront quelqu'un qui le fera. Nous restâmes silencieux un instant. 2 professionnels observant la justice s'échapper en temps réel. Que ferez-vous maintenant? Demanda-t-il finalement. Je regardais mon jardin, les graines que j'avais plantées des semaines auparavant. Elles poussaient maintenant à travers le sol. Je vais arroser mes tomates, répondis-je. Et ensuite, je vais finir ce que j'ai commencé. Le lundi matin se leva clair et lumineux. Au lieu de rester chez moi comme on me l'avait demandé, je me rendis au bureau vêtu de mon costume le plus confiant. Le garde de sécurité sourit et me fit signe de passer. Évidemment, personne n'avait supprimé mon accès. Le bureau était plus animé que d'habitude. Les gens s'arrêtaient de parler en me voyant, les yeux s'écarquillant de surprise. Je me dirigeai directement vers l'étage des dirigeants où se tenait la réunion du conseil d'administration. Devant la salle du conseil, Charlotte parlait calmement avec Gérald et plusieurs membres du conseil que je reconnaissais. Gérald me repéra le premier, son expression passant du choc à l'alarme. « Monique, vous n'êtes pas censée être ici. » « Je sais, »
répondis-je calmement. Mais j'ai pensé que le conseil devrait avoir des informations complètes avant son vote. Charlotte s'avança. Mademoiselle Dubois, bien que je respecte votre préoccupation, cette réunion est à huis clos. Bien sûr, acquiesçai-je. J'ai juste un document à soumettre. Je lui tendis une enveloppe scellée. Cela devrait clarifier considérablement les choses. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle, sans l'ouvrir. La pièce manquante, répondis-je. La raison pour laquelle j'étais si certaine des liens d'Iris avec le groupe d'investissement. Gérald tendit la main vers l'enveloppe. Je m'assurerai que le conseil l'examine. En fait, dis-je, vous devriez l'ouvrir maintenant, vous tous. Quelque chose dans mon ton dut les convaincre. Charlotte brisa soigneusement le sceau et retira une seule page. Les membres du conseil se rassemblèrent, lisant par-dessus son épaule. Leurs réactions racontèrent l'histoire. Des yeux écarquillés, des inspirations brusques. Un homme fit même un pas en arrière. Est-ce vérifié, demanda Charlotte, sa voix anormalement tremblante. Chaque détail, confirmai-je. J'ai passé les 2 dernières semaines à obtenir des documents supplémentaires. Gérald semblait physiquement malade. Pourquoi n'avez-vous pas présenté cela initialement? Parce que j'avais besoin de voir jusqu'où certaines parties iraient pour protéger leurs intérêts. Maintenant, je sais. Charlotte tendit le document à une assistante. Le conseil doit examiner cela immédiatement en privé. J'acquiesçai et me tournai pour partir. Monique, m'appela Gérald. Où allez-vous? Je souris pour la première fois depuis des semaines. Pour vider mon bureau. Je n'en aurai plus besoin. Alors que je m'éloignais, j'entendis la porte de la salle du conseil s'ouvrir et des voix urgentes réclamer un conseiller juridique immédiat. À midi, la nouvelle s'était répandue dans toute l'entreprise. Le groupe d'investissement qui avait orchestré notre fusion, le même groupe qui avait acquis la liste de clients de l'ancienne entreprise d'Iris, était en fait une complexe société écran, finalement contrôlée par notre principal concurrent. Iris n'avait pas saboté son ancien employeur pour son gain personnel. Elle avait été une agente infiltrée, exécutant une stratégie sophistiquée d'espionnage industriel s'étendant sur des années, conçue pour affaiblir et finalement acquérir notre base de clients par ce qui semblait être des échecs commerciaux légitimes. Les preuves que j'avais découvertes n'impliquaient pas seulement Iris. Elles révélaient un réseau entier de cadres placés dans plusieurs entreprises, tous travaillant vers le même objectif. Le démantèlement systématique des barrières concurrentielles par des échecs fabriqués, déguisés en force du marché. Mon téléphone sonnait continuellement. Des journalistes, des membres du conseil, même des fonctionnaires de réglementation. Je refusais tous les appels, me concentrant plutôt sur l'emballage de mes quelques effets personnels restants. Alors que je plaçais ma tasse de café dans une petite boîte, Denise apparut à mon bureau. Les représentants du groupe d'investissement viennent de partir en toute hâte, rapporta-t-elle. La sécurité les a escortés. J'acquiesçai, continuant à emballer. Gérald a convoqué une réunion d'urgence pour tout le personnel à 15 heures, continua-t-elle. Et il y a des gens de la Security Exchange Commission dans la salle de conférence. C'était rapide, remarquai-je. Monique, elle hésita. Tout le monde dit que vous avez sauvé l'entreprise, que vous avez découvert une conspiration que personne d'autre n'avait vue. Je fermai ma boîte. J'ai juste fait attention, Denise. C'est tout. Vous partez vraiment? Je pris ma boîte. Mon travail ici est terminé. Alors que je me dirigeais vers la sortie, mon équipe se rassembla, formant une garde d'honneur improvisée. Henri s'avança. Où irez-vous? Demanda-t-il. J'ai reçu plusieurs offres intéressantes, répondis-je avec un petit sourire. Il s'avère qu'exposer l'espionnage industriel rend plutôt commercialisable. Resterez-vous au moins pour la réunion? Gérald veut reconnaître publiquement ce que vous avez fait. Je secouai la tête. Certaines reconnaissances arrivent trop tard pour avoir de l'importance. Dehors, l'air printanier était frais et purifiant. Je plaçai ma boîte dans ma voiture et jetai un dernier regard sur le bâtiment où j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte. Ma vengeance n'était pas de faire virer Iris ou d'exposer le complot du groupe d'investissement. Ce n'était même pas de protéger l'entreprise d'une OPA hostile déguisée en fusion. Ma vengeance était de partir à mes propres conditions, ma réputation non seulement intacte, mais améliorée. Tandis qu'Iris faisait face à d'éventuelles accusations criminelles et que le groupe d'investissement s'efforçait d'éviter les sanctions réglementaires,
j'avais de multiples offres d'emploi de la part d'entreprises qui reconnaissaient soudain la valeur de quelqu'un qui remarquait des schémas que d'autres manquaient. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire son ennemi, mais de s'élever si loin au-dessus de lui qu'il devient insignifiant dans votre histoire. Si vous m'avez suivi tout au long de ce voyage, vous savez qu'il ne s'agissait pas seulement d'un drame au travail. Il s'agissait de tenir bon quand le monde essaie de vous effacer, de trouver du pouvoir dans la patience et l'observation. Si mon histoire a résonné en vous, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de récits de force tranquille et de pensée stratégique. Et dites-moi en commentaire quel schéma avez-vous remarqué que d'autres ont manqué. Parfois, cette conscience est votre plus grand pouvoir.